We are moving now to the last panel of the day, which starts at 1600, 4 heures de l'après-midi. Nous sommes un petit peu à l'avance, dans un quart d'heure, ça va commencer. Je vous rappelle que le panel numéro 3 couvrira le rôle du capital investissement et du capital risque dans la relance économique de l'Afrique. Ce panel sera modéré par Si Mohamed Salah Frad, qui est président de la Chambre de commerce tuniso-italienne. Les speakers seront M. Achipot Jean-André, Chairman et Managing Partner de G3A Partner, Mme Najia Gharbi, directrice générale du CDC, M. Trey Osmundson, Founder and CEO Empower New Energy Funds, M. Yoshiki Sasaki, CEO of Japan Strategic Capital. Karim Beguir nous fera le plaisir d'être encore une fois avec nous cet après-midi, le CEO de STDeep, notre héros national digital. Madame Cécile Avizou, directrice régionale Afrique du Nord, Proparco. Et finalement, last but not least, Madame Mariam Smida, partner, fonds d'investissement Etios. Je vous rappelle qu'il y a aussi des panels, des tables rondes qui sont en train de se passer successivement dans la salle Salambo et qu'il y a aussi des B2B. Si vous n'êtes pas inscrit, il y aura toujours une opportunité d'aller voir si vous pouvez rencontrer quelqu'un. Donc sachez que pendant ces 2 jours, vous aurez tout le temps des choses à faire et d'être actif en tant que participant. Donc on reprendra dans 10 minutes avec le panel numéro 3, comme je viens de l'annoncer, le panel qui va traiter de la digitalisation comme accélérateur de développement du continent africain. Merci. Donc on revient dans 10 minutes. Restez si vous voulez, et on va continuer assez rapidement. Voilà. The projects in Vietnam, in Indonesia, in Turkey, in UK, regarding food. You are also acting in Tunisia with branding olive oil production in Tunisia and exportation. Singapore, very, very large experience, and we need to profit from your wide experience and your testimony about how to promote private equity and investment in Africa. Je passe à M. Terje Osmundson. Monsieur Terje, vous êtes donc à la tête de Empower Impact Investment. J'ai oublié, I missed that Monsieur Yoshiki Sasaki is the CEO of Japan Strategic Capital. You can go through the website, and it's very, very, very large experience and very large, lot of projects, very important projects and impactful projects. So, Monsieur Terje Osmundson, donc vous êtes à la tête de Empower Impact Investment Company, mais aussi j'ai vu un peu, donc c'est une large. Vous êtes à la tête de Empower Impact Investment Company, mais aussi j'ai vu un peu, donc c'est une large expérience, un track record impressionnant dans toute la partie donc énergie solaire, donc comment faire le scale-up des énergies de l'énergie renouvelable, et on va profiter de votre expérience sur cette discussion, donc on va vraiment profiter de ça. Vous êtes aussi chairman de société qui s'appelle Caritas en Norvège, mais aussi vous étiez à un certain moment donc conseiller politique de Premier ministre norvégien, et avec une très large expérience, et vous êtes chercheur et penseur aussi. Donc on est vraiment honoré d'avoir M. Terje Osmundson avec nous. M. Karim Beguir, donc il est là, il est le CEO de InstaDeep. Je ne vais pas ajouter grand-chose, Karim. Vous êtes polytechnicien, vous avez fait des études magnifiques, mais surtout vous êtes le co-founder de société extrêmement, c'est une fierté pour nous, qui s'appelle InstaDeep. Donc je vous laisserai le soin de parler de cette expérience et de ce que vous avez pu faire de croissance. Alors je passe à Cécile Avizou. Voilà. Madame Cécile Avizou est le Regional Head North Africa de Proparco. Et comment? Je ne vais pas faire la présentation de Proparco. Cécile aussi, elle a une très large expérience. Et notamment, j'ai vu que vous étiez dans le Croissant Rouge. Et beaucoup d'activités bénévoles
vraiment bravo pour ce parcours. Donc vous allez aussi nous parler de votre expérience. Et last but not least, Madame Mariam Smith, du fonds d'investissement précoce, et Mariam aussi. Nous avons étudié à la même institut, à HEC. De gauche à droite. Et première question, alors selon vous, quel est le rôle du capital investissement et du capital risque dans la relance économique de l'Afrique? J'ai demandé aux panélistes de me citer 1 à 3 rôles principaux, chacun de sa vision, donc qu'il voit sur le rôle du capital investissement pour la relance économique en Afrique. Je commence par Tergé. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Micro. Voilà, c'est ça. Juste. C'est la question. Oui, encore une fois, donc la première question pour le panel, on aura 3 questions essentielles. Le rôle du capital investissement et du capital risque dans, après Covid, donc la relance économique en Afrique. Très bien. Je vais m'adresser aux questions d'énergie parce que tout le monde sait que pour avoir une remonte de l'économie africaine après le Covid, tout le monde sait que c'est par l'industrialisation, par la valeur ajoutée dans l'économie que l'avenir va se faire. Et si on regarde les chiffres en face, on constate que le déficit énergétique est énorme, la consommation d'énergie, d'électricité par entreprise, par habitant, est très large entre le pays industrialisé et le pays en Afrique. Quelle est la raison? Quel est le problème de fond? Pour moi, le problème de fond, c'est souvent lié à le financement. Parce que pour pouvoir faire des installations photovoltaïques, par exemple, dans l'industrie, il faut un investissement assez important et c'est un investissement à risque. Donc, chez Empower New Energy, nous avons adressé ce risque en proposant un modèle de financer l'infrastructure chez le client en equity pur capital risque pour pouvoir soutenir à démarrer cette révolution de transition énergétique. Et le résultat que nous voyons chez les clients que nous avons déjà en Égypte, en Ghana, en Nigeria, Morocco, c'est que le résultat de cet investissement, c'est que les clients, les industriels, ils peuvent se concentrer et déployer son capital à son business fondamental. Et avec le partenariat avec une entreprise comme Empower New Energy, avec l'installateur local, nous, on s'occupe de l'énergie, on fournit l'énergie renouvelable comme un service qui permet à l'entreprise d'économiser le capital, de réduire le coût de l'électricité et surtout, on voit que ces entreprises, ils ont besoin de réduire leur émissions carbone et ces investissements, ça leur permet aussi d'augmenter leur efficacité environnementale. Donc, je prends ça comme exemple pour dire que le modèle qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est souvent un modèle de financier de dette par les banques et c'est un modèle qui ne marche pas du tout, on marche très peu dans ce secteur. Donc c'est pour ça qu'on a voulu arriver avec un modèle de capital risque pour financer l'installation énergétique de l'entreprise. Juste pour terminer, pour vous donner un chiffre. L'Afrique représente plus que 40% des ressources solaires dans le monde et l'Afrique a moins que 1% de panneaux solaires installés. Et c'est un gaspillage extrême qui pénalise l'Afrique, qui pénalise l'environnement. Et en jouant avec le capital risque, pour pouvoir travailler avec les entreprises, on peut commencer à réduire ce déficit important. Merci. Merci beaucoup. C'est très appréciable. Donc, on peut dire que... On ne vous entend pas. Alors, on peut dire que l'input, c'est 40%, l'output, c'est que 1%, c'est ça?
Voilà, private equity peut faire quelque chose. Merci. Jean-André, vous lancez un fonds sur l'Afrique. Hein? Donc, parlez-nous un peu de ce fonds-là et du rôle que peut jouer le capital investissement en Afrique, notamment pour la relance économique post-Covid. Merci beaucoup. Merci à l'honorable audience. Donc, nous, on lance un fonds qui s'appelle le West African Performance Fund One, qui investit dans les fintech, les insurtech et les healthtech. Donc, on digitalise les métiers de la banque, finance, assurance et de la santé. Pour ce qui est du rôle que ce fonds-là, en particulier, et tous les autres fonds, donc on est des VC, capitaux risqueurs, peuvent jouer. Le premier rôle que nous nous assignons, déjà, c'est financer l'innovation créatrice d'emplois. Si on se place sous la perspective de relance économique, pour nous, nous devons avoir un impact. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est d'impacter la vie des gens. Impacter la vie des gens leur permettant de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir prendre en charge leur famille. Mais pour ça, ce n'est pas de leur distribuer de l'argent, c'est de leur permettre d'avoir des emplois. Et comment est-ce qu'on s'arrange pour que le maximum de personnes puissent avoir des emplois? C'est de financer ceux qui ont des idées, ceux qui ont des idées innovantes, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à toutes les couches de la société. Donc pour nous, notre fonds doit apporter de l'argent pour financer de l'innovation créatrice d'emplois. La deuxième chose, à travers ce fonds et les autres fonds qui sont en Afrique, moi je vois les fonds d'investissement qui arrivent en Afrique comme des changeurs de paradigme, des changeurs de mentalité. Aujourd'hui en Afrique, nous avons une école qui produit des diplômés chômeurs. Il faudra que les fonds, plus les pouvoirs publics ensemble, puissent emmener les populations à changer la vision qu'ils ont de l'école. Que des gens embrassent les études dans l'optique de créer des entreprises et non de devenir des salariés ou non d'aller dans l'administration publique. Parce que c'est ce qui va permettre, in fine, de créer une valeur diffuse sur toute la chaîne de valeur de la couche sociétale. Merci. Merci beaucoup. Excellent. Donc on a d'un côté l'énergie, fintech, agritech, healthtech, mais aussi investissement impact pour justement changer la donne. Je passe à M. Joujiki. Yes, I want to speak about your experience in terms of internationalization of projects and what we are doing as a Japanese investors in partnership with the Japanese government. I think you are expanding your activities through Africa, through the world, but I saw that you have 2 or 3 projects in Africa. What are now the role of capital investment and direct investment in Africa in order to make the economic development post-COVID? Yes, as Japanese, we are late to come into Africa. We have been very active in Southeast Asia, and now Southeast Asia has been graduated, so to speak, from our investment, and they already have their own capital to invest internally. And we are now active in Southeast Asia and India, and also as a new frontier, we are now coming to Africa. And already a few Japanese managers are investing in African startups, and this is still a sort of antenna for Japanese in general. And the Japanese business corporations are very active in sourcing their future opportunity in African continent, and therefore this is in line with that move. We are a sort of a hybrid company. We ourselves do a healthcare service, mostly home healthcare, to cope with the aging society. In Japan, we have almost 28% population of people are more than over 65, and we are now solving our own social issues. But this learning could be used also in other countries in 5 or 10 years' time. Therefore, we want to utilize this knowledge to other parts of the world. At the same time, I have been working on creating startups from intellectual properties from universities and research institutes. What we think is that research is not for paper,
this has to be applied to society to create value to the society and also the employment. So we are investing in very early stage companies before most funds are not looking at that. And we can do that in Japan, but in the overseas market, we have to cooperate with the local people who have the same idea and the same vision. Then we are now creating partners also, for example, in Tunisia. We now have 3 investments in African continent, 1 in Tunisia and 2 in Nigeria. These are targeting to solve the social issues. Of course, as a private company, they want to make a profit, but in Tunisia, we are investing in farming and the agri-products company, and this has a very good young entrepreneur. That's what we are, searching for. A good entrepreneur is a driving force of improving the society and increasing the employment. And also in Nigeria, we are investing in e-pharmacy company and also a traceability company for pharmaceutical products. They are very small, therefore they cannot attract, normally, they cannot attract capital from outside. But we normally come into these companies before the pre-seed stage, and if that becomes a little bit bigger, then we ask other investors coming into the companies. So that, therefore, our approach is more of a bottom-up. Thank you very much. So it's about international investment, direct foreign investment, very important, very insightful. Maintenant, je passe à Cécile. Proparco, bon, on sait très bien la contribution de Proparco dans la promotion, etc. Mais je veux vraiment que vous vous concentriez sur le rôle post-Covid. Aujourd'hui, on est passé par des moments difficiles sur les économies. C'est des économies qui sont en souffrance, c'est beaucoup d'emplois qui ont été perdus, malheureusement. C'est des sociétés qui étaient fragiles, qui n'avaient pas les moyens de survivre, notamment des PME, des petits business, etc. Donc comment vous voyez un peu cette espèce de changement et cette espèce de croissance, redémarrage donc, de l'activité post-Covid? Cécile. Merci beaucoup déjà de nous laisser l'opportunité de discuter de ce sujet passionnant. Je pense que post-Covid, on se retrouve, les économies africaines d'une manière, mondiale d'une manière générale, mais en Afrique également, se retrouvent avec tout un tissu de PME, de TPE qui a été fortement affecté, qui ont pu bénéficier de solutions que les États ont pu mettre en place et avec le soutien des banques pour du coup essayer de passer ces moments difficiles, mais qui aujourd'hui du coup vont se retrouver avec des structures bilancielles potentiellement un peu faibles. Et du coup, le capital investissement, par un investissement au capital par principe, va permettre un renfort des fonds propres et donc du coup probablement de permettre à ces sociétés d'enclencher des nouvelles phases de croissance, potentiellement de se restructurer aussi, mais aussi de voir plus loin et de pouvoir aller vers de nouvelles phase de croissance. Donc du coup, je pense que le capital investissement peut effectivement aussi pallier, à la fois renforcer effectivement ces entreprises, mais pallier aussi peut-être une forme de frilosité qui va être aussi perçue potentiellement par les banques commerciales locales qui elles-mêmes ont quand même souffert du Covid et se retrouvent avec des portefeuilles qui sont maintenant plus en souffrance et donc du coup avec probablement une approche des risques un petit peu plus resserrée que dans une vague d'expansion. Donc de ce point de vue-là, je pense que le capital investissement va permettre de sauver on espère toute une partie de TPE ou de PME. L'autre effet aussi, c'est que je pense que les fonds d'investissement ou les investisseurs d'une manière générale vont aussi pouvoir quelque part un peu bénéficier de cette situation, à la fois en pénétrant des marchés, en pouvant acquérir des sociétés qui maintenant sont en phase de cession,
pour du coup étendre leur empreinte géographique, et ça devrait aussi permettre probablement de démarrer des phases de consolidation sur certains secteurs d'activité, et donc du coup de voir émerger en Afrique des acteurs qui vont être de taille plus conséquente, donc plus forts, et également qui pourraient donc permettre de se développer dans d'autres pays africains, même si c'est pas parce qu'on est basé en Afrique que c'est très facile de s'exporter dans d'autres pays d'Afrique. Il ne faut pas voir l'Afrique comme une zone homogène. Néanmoins, je pense que des acteurs qui se seraient renforcés par des actions d'acquisition pourraient être du coup des acteurs peut-être plus régionaux, voire continentaux. Cet ajout, donc c'est une autre vision, encore une fois, c'est sur la partie donc banque, financement classique versus financement capital risque, mais surtout c'est peut-être un vrai marché de cession et un vrai marché de consolidation en Afrique, donc beaucoup d'opportunités, je suppose, à ce côté-là. Alors je passe à Mariam. On sait très bien, Mariam, que vous êtes en train de lever des fonds sur l'Afrique. Donc vous êtes en train de développer des thèses d'investissement pour convaincre donc, des investisseurs d'aller en Afrique, etc. Donc on veut très bien voir quel genre de thèse, quel genre de rationnel que vous êtes en train de vendre pour des investisseurs, et on veut le partager avec les acteurs là et avec la salle. Bien sûr, oui. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravie de faire partie de ce panel. Peut-être deux mots sur Ethos. Peut-être deux mots sur Ethos. Donc, Ethos, c'est un fonds qui existe depuis plus de 35 ans. C'est un des pionniers du private equity en Afrique du Sud. Donc, le headquarter est à Johannesburg. On a aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars sous gestion qui sont investis sur différentes stratégies. Du large cap, mid cap, de la mezzanine, de l'intelligence artificielle, etc. Et Ethos a pris la décision de se développer sur le reste du continent, et donc nous sommes effectivement en levée de fonds pour espérer déployer des fonds en Afrique du Nord et de l'Est comme un premier pas, et ensuite peut-être une levée plus conséquente. Donc on va se concentrer sur certains secteurs, pas tous, donc l'énergie non, la fintech non, mais tout ce qui est healthcare, education, industrie à valeur ajoutée, des sociétés plus tournées vers l'export, etc. Donc on a identifié 6 ou 7 thèmes d'investissement qui ont aussi un angle impact assez fort. Donc on va essayer de soutenir des entreprises qui vont avoir un impact positif sur ce qu'on appelle bottom of the pyramid. Donc on ne va pas s'adresser aux 10% de la population, mais plutôt aller servir des populations qui ne sont pas toujours très bien servies. Peut-être je reviens sur le rôle du private equity qui est une question fondamentale, je pense, ici, et qui, dans certains pays d'Afrique où le private equity n'est pas extrêmement pratiqué, n'est pas forcément très apprécié. Je pense que le capital investissement a un rôle fondamental à jouer dans ces économies, dans la mesure où c'est une source de financement qui devient de plus en plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement en Afrique, le tissu économique est composé pour la plupart de sociétés, ce qu'on appelle des SMEs, donc des sociétés petites, moyennes entreprises, et aussi beaucoup de sociétés familiales. Et dans les deux cas, je pense qu'à un moment de leur croissance ou de leur vie, ils arrivent à un point d'inflexion où il est difficile de se financer auprès des banques, il est difficile de continuer à croître sur ses fonds propres. Et donc l'alternative, la seule autre alternative en absence de capitaux de marché marchés de capitaux qui sont développés, très peu développés en Afrique, c'est vraiment le private equity. Et des fonds comme Ethos, il y a plusieurs types de private equity. Il y a ceux qui se spécialisent dans les situations de retournement, il y a ceux qui font du early stage business angel. Dans notre cas, c'est du growth capital. Donc on s'adresse vraiment à des sociétés
qui ont un bon profil de croissance, qui ont des ambitions africaines et qui ont besoin d'un partenaire pour les accompagner dans une petite période de leur vie. Donc on est généralement là pour 3, 4, 5 ans, et à la suite de quoi on doit vendre notre participation. Mais je pense que le point fondamental, c'est qu'au-delà des capitaux, on est là pour apporter autre chose qui est censé vraiment avoir beaucoup plus d'impact que juste du financement sur ces entreprises. On est là pour aider à instaurer une bonne gouvernance, à institutionnaliser ces sociétés, à siéger au conseil d'administration pour apporter notre savoir-faire. On ne prétend jamais être plus spécialiste que nos portfolio companies dans leur secteur, c'est eux les opérationnels, c'est eux les spécialistes. Mais là où on peut vraiment apporter de la valeur, c'est autour de ça, de comment pérenniser ces entreprises. Je parlais tout à l'heure des sociétés familiales. Il y a un ratio que j'ai lu un jour que je n'ai pas vérifié, mais je le répète quand même. Il y a moins de tiers des entreprises familiales qui survivent à la 3e génération. Donc à un certain moment, il est bon de réfléchir à pérenniser l'entreprise, et ça peut passer entre autres par avoir des partenaires externes pour mettre une bonne gouvernance, pour avoir des plans moyen-long terme qui sont sustainable. Voilà, donc on espère jouer ce rôle. Merci beaucoup. Vraiment dans la même ordre d'idée de réflexion, maintenant tu touches à la gouvernance, à la transparence, quelque chose d'extrêmement important, justement pour le développement économique de nos PME, de nos entreprises. Mais Karim, je t'avais dit qu'en 2017-2018, lors de la conférence annuelle de l'ATIC, tu étais là. Tu étais à Londres d'ailleurs, on a fait ça en ligne. C'était parmi les premières phase, on a fait ça en ligne. Tout le monde était un peu surpris. Maintenant, c'est coutume. Maintenant, alors depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Toi, tu as eu l'apport d'un private equity avec toi ou d'un capital investissement avec toi. Alors, vous êtes de l'autre côté. On veut vraiment un témoignage. Déjà, c'est une fierté aujourd'hui de trouver en tant qu'entreprise start-up qui a levé des fonds dans des temps difficiles. Il faut l'avouer, mais aussi on veut voir vraiment du côté de l'entreprise, de la PME, de la start-up, le rôle du capital investissement donc dans votre société, mais aussi d'une manière générale, ce que vous voyez comme rôle post-Covid aussi dans la problématique aujourd'hui qu'on vit tous pour le développement en Afrique. Merci. Je dirais avant tout, vu qu'on parle du capital investissement, du capital risque en Afrique, pour moi, si je devais résumer en une phrase le rôle de ces institutionnels, ça serait finalement que le prochain Elon Musk reste en Afrique. Parce qu'on a tendance à l'oublier, un des entrepreneurs les plus influents et les plus innovants au monde est africain et vient d'Afrique du Sud, mais a dû partir des États-Unis pour développer ses projets, avoir les financements. Et dans le contexte africain, justement, le capital risque, finalement, a un rôle essentiel à jouer. Parce que contrairement, par exemple, aux États-Unis, nous n'avons pas de géants de la tech en Afrique. Contrairement aux pays d'Asie, nous n'avons pas des politiques gouvernementales poussées à très grande échelle pour développer les nouvelles technologies. Donc le rôle du capital risque est essentiel et c'est un peu mon rêve que la prochaine génération d'entrepreneurs finalement reste en Afrique et développe les richesses en Afrique. Et effectivement, à travers le parcours d'Instadip, on a pu voir des choses très positives. Et donc aujourd'hui, il existe des institutions qui sont sur le terrain en Afrique, qui arrivent à dénicher les sociétés prometteuses et innovantes assez vite. Moi, je me souviens très bien quand j'avais eu la chance de rencontrer l'équipe d'Afrique Invest à Tunis. Nous n'étions pas encore dans un mode de levée de capitaux, mais c'est vrai que les ayant rencontrés a accéléré les choses. Ils ont mené notre première ronde de série A et qui a été décisif, qui nous a permis d'accélérer. Mais plus que simplement du capital, ils nous ont permis aussi d'avoir plus d'ambition. Ils ont été une sorte de catalyste de nos ambitions, et notamment sur l'Afrique. Si aujourd'hui Instadip est considéré comme le leader de l'intelligence artificielle en Afrique, nous sommes présents non seulement à Tunis, mais aussi à Lagos au Nigeria et à Cape Town en Afrique du Sud.
c'est grâce aussi à l'influence de nos investisseurs, dont Afrique Invest, avec cette vision panafricaine, volontariste de vouloir construire des choses. Et donc c'est aussi ça le rôle du capital risque. C'est pas simplement d'apporter le capital, mais d'accélérer les sociétés, de leur donner l'envie de faire des choses à grande échelle, de leur partager leur expérience, notamment l'expérience opérationnelle en Afrique. Et enfin, peut-être un dernier rôle pour le capital risque aussi, qui est très important pour les jeunes entrepreneurs africains, c'est cette notion de créer un cercle vertueux. Donc la deuxième institution qui avait fait participer à notre premier round de funding, Endeavor Catalyst, qui a d'ailleurs des équipes dans plein de pays d'Afrique, notamment en Tunisie avec Endeavor Tunisia, j'avais été frappé par la vision long terme qu'ils ont de l'investissement, et notamment cet aspect, cette sorte de cercle vertueux où finalement les entreprises qui vont commencer à percer, à grandir, vont en quelque sorte aider des plus jeunes pousses à se développer. Il y a une sorte de mentoring continu, et cette notion finalement que dans le cas du réseau Endeavor, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui à terme vont réinvestir dans les écosystèmes. Et je trouve ça remarquable parce que ça ouvre vraiment la porte à une sorte de développement organique, vertueux, qui amène beaucoup de choses bénéfiques dans l'écosystème. Donc je suis très optimiste pour l'Afrique, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Un message très fort pour les entrepreneurs africains. Je pense que vous montrez un peu la voie, donc c'est bravo. Neige. Oui. Donc là, pour le premier round, donc je finis avec toi sur la CDC. On le sait très bien. Le rôle qu'a joué la CDC pour la promotion de l'investissement, donc le capital investissement en Tunisie, avec tout le support que vous avez donné pour des équipes de gestion, etc., et en croyant dans des équipes de gestion. Mais je veux vraiment que vous nous donniez un peu votre vision critique un peu du rôle de capital investissement. Je veux quand même... On a vu tous les avis qui sont positifs, etc. Je veux quand même vous nous donniez un peu une vision critique du capital investissement, du rôle. Difficile, je vois. C'est très difficile pour un investisseur de long terme de critiquer le capital investissement parce qu'en fait, nous au contraire, on pousse toujours vers ces modes d'investissement alternatifs qui peuvent apporter beaucoup à la PME plutôt que se focaliser uniquement sur le financement en dette. Et on a vu que la période, surtout post-Covid, qu'il y a eu beaucoup de PME qui ont été touchées, qui n'ont pas pu donc honorer les engagements vis-à-vis des banques, et un défaut de paiement, ça prive la PME donc d'être financée pour l'accompagner dans son développement. Donc le capital investissement apporte une solution à la PME parce que ça permet un financement patient, ça permet un financement qui ne pèse pas lourd sur la PME, mais qui permet un développement, un accompagnement. Donc, Mariam déjà a parlé du rôle donc, de l'investisseur en capital pour accompagner la PME, être présent dans le conseil, changer le mode de gouvernance, tout ça, ça ne peut qu'être donc des points positifs pour la PME. De notre côté, donc, investisseurs, de manière générale, l'investissement en capital, ça permet cet effet de levier qu'on peut avoir. Parce que nous, on peut mettre un peu de financement, mais avec l'additionnalité qu'on peut avoir avec d'autres investisseurs qu'on peut embarquer avec nous, on peut donner plus à la PME. Donc, à la fin, l'exemple, par exemple, de la CDC, nous, on a investi dans 21 fonds locaux, donc où on a mis à peu près 172 millions de dinars, mais on a pu lever, ces fonds ont pu lever 740 millions de dinars. Donc, un effet multiplicateur de 17,5, c'est très important pour l'économie, pour la PME et pour le tissu. Encore lorsqu'on est présent dans des fonds d'investissement régionaux, on ne met pas beaucoup de participation, de par aussi la contrainte donc de change. Mais dans 2 fonds, par exemple, on a mis 15 millions d'euros, mais les fonds ont une taille de 270 millions d'euros.
Et si on peut avoir rien que 2 ou 3 opérations sur la Tunisie ou sur le continent, c'est très important pour les fonds qui investissent donc notamment en Afrique. Donc le capital investissement, c'est un moteur qui peut créer beaucoup de dynamique au niveau de l'économie, qui peut apporter des solutions aux PME qui actuellement se trouvent en situation de blocage avec les banques. Et les banques, de l'autre côté aussi, elles ont leurs contraintes prudentielles qui ne leur permettent pas de financer des PME qui sont classées ou autres. Donc, avoir peut-être la critique que je peux avoir, c'est d'ouvrir les frontières, parce qu'on ne parle plus maintenant de financement en capital monopays ou monosecteur ou autre. Donc il faut qu'il y ait des fonds de taille importante, des fonds qui font surtout ce transfert de savoir-faire entre les PME, surtout lorsqu'ils financent sur plusieurs pays, donc que ce soit sur le continent africain ou sur d'autres continents. Donc cet apport peut permettre un transfert important de savoir-faire de la société de gestion vers la PME et bien sûr via les équipes qui généralement sont d'un certain professionnalisme qui permet d'apporter des solutions des fois qu'on ne peut pas trouver en interne. Voilà. Là, vous me donnez une belle transition vers le deuxième thème. Donc là, bon, on a dit le rôle. Et maintenant, soyons un peu plus factuels. Il n'y a que 4% des investissements en private equity au monde qui sont dirigés vers l'Afrique. Vous avez parlé de 40% de output et que de 1% 40% de input que de 1%. Vous-même, vous avez 4 ou 5 projets en Afrique. J'ai vu ça, Nigeria, Égypte, quelques projets. Aussi, our friend from Japan, you have only two projects in Africa. It's too small. Je pense que Proparco aussi, vous avez peut-être des limites. Mariam aussi, vous êtes non? D'accord. Mais voilà. Donc là, nos limites sur l'Afrique. Unique. Nos limites sur l'Afrique. Ah, nos limites, très bien, excellent. Et donc là, je veux dire que pourquoi que 4% des investissements sont dirigés vers l'Afrique? Quels sont les obstacles aujourd'hui pour que notre continent devienne vraiment une vraie attraction? Il occupe la place qu'il fait. J'ai entendu l'ancien ministre Nizar Yahish parler de l'Afrique, avec potentiel, etc. Et les chiffres sont éloquents, sont très ambitieux, mais aujourd'hui, en termes de résultats, donc on veut vraiment voir votre apport, donner un apport par rapport aux limites aujourd'hui, aux obstacles qui prive aujourd'hui l'Afrique d'être attractive en termes de financement et de capital investissement, parce qu'on est tous d'accord que c'est quelque chose d'extrêmement important et primordial pour un développement économique. Je vais commencer par... Et juste pour vous dire, ça c'est des recommandations qui vont vraiment, j'ai parlé un peu, donc c'est vraiment des recommandations avec lesquelles on va travailler pour essayer d'améliorer, pour que les prochaines sessions viennent avec vraiment des résultats beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Et merci pour cette question pertinente et extrêmement importante. Si on prend en parallèle, si vous voyez le marché ou l'investissement d'énergie renouvelable en Afrique du Sud ou en Inde, et on compare ça avec la plupart des pays en Afrique, c'est un grand contraste. Qu'est-ce qui se passe dans certains pays? C'est qu'ils ont ouvert, ils ont 10 ans d'entreprise. Vous pouvez acheter de l'électricité par des investisseurs privés. Vous pouvez innover de différents modèles de business model pour que vous aurez chez vous de meilleures solutions énergétiques par rapport aux coûts, par rapport aux performances environnementales et autres. Et ça fait une explosion d'innovation. Ce qui se passe dans la plupart des pays africains, et je pense que malheureusement c'est aussi le cas en Tunisie, c'est que nous avons peur de le rôle en Maroc, c'est Ouné, en Tunisie, c'est peut-être Steg, dans d'autres pays, c'est le acteur. Donc on a peur de craquer, de détruire un modèle.
Et au lieu d'aller vers l'avant et essayer d'innover le modèle que nous avons, le modèle existant qui donne le monopole à une institution plus ou moins publique, ça réduit, ça freine l'innovation. Pour nous, les investisseurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Nigeria, au Kenya, par exemple, nous pouvons investir dans une entreprise qui vend de l'électricité dans l'industrie, et ça marche très bien. Alors qu'en Tunisie, on peut aussi investir, mais c'est plus compliqué, parce que les modèles sont plus bureaucratiques. Donc pour moi, c'est très clair. Il faut donner à l'entreprise la liberté d'acheter de l'électricité. Il faut encourager l'innovation par des entreprises start-up qui veulent fournir le marché énergétique avec des solutions modernes. Et il faut peut-être aussi donc moderniser l'institution comme STEG aux autres pour qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité. Ça va faire une grande différence au niveau d'attraction de l'investissement d'énergie solaire en Tunisie et dans notre pays. Merci. Merci beaucoup pour votre franchise. On a peur. On a vraiment peur et on doit vraiment casser les frontières. Alors, Jean-André, un discours aussi révolutionnaire que Terje. Quels sont les obstacles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que notre continent ait la place qu'il mérite? Notamment, un jeune sur deux seront africains en 2050. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Quels sont les obstacles aujourd'hui, selon vous? Moi, je vais parler de ce que je sais, mon expérience personnelle, donc c'est empirique. J'ai fait mes études à Paris, à Londres, à Boston. J'ai fait mes études dans chacune de ces villes-là, dans des écoles qui sont dans le top 3 ou le top 5. Oui. Ce que je remarque... Avec la DAN, la 4e DAN aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce que je remarque, c'est que dans ces villes aussi, les créateurs, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, font partie aussi de ces écoles-là. C'est-à-dire que dès l'école, tout est structuré pour que ces gens-là puissent devenir des entrepreneurs. En Afrique, on a ce problème-là. Médiateurs d'investissement à Londres et à Paris reçoivent 100 fois plus de propositions, même si elles ne sont pas toutes bonnes, que ceux qui sont à Abidjan. Parce que les meilleurs étudiants d'Abidjan, les meilleurs ingénieurs de l'Afrique ne vont pas à l'école pour créer des entreprises. Donc on peut bien arriver avec les fonds, parce que la plupart des fonds que nous apportons, en ce qui me concerne, sont des fonds que je prends en Europe, donc je n'ai pas de problème de collecte. J'ai des fonds, mais je n'ai pas de projets dans lesquels investir, parce que les gens qui doivent m'apporter les projets innovants, ces gens-là ne sont pas structurés pour proposer des projets. Ils vont à l'école pour devenir des cadres dans les grandes entreprises qui existent. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de l'éducation, il faut changer le mindset. Il faut restructurer notre système éducatif pour que nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs docteurs, nos meilleurs mathématiciens ne veuillent pas devenir des salariés, mais qu'ils prennent le temps, qu'ils mettent leur intelligence au service de la création de projets qui peuvent permettre demain d'attirer d'autres personnes vers eux. Mais aujourd'hui, on a ce problème-là. En tant que VC, et nous on les prend en early stage, c'est vraiment compliqué d'avoir des projets très intéressants à financer, ce qui fait que même les VC qui sont là, il y a des gros fonds qui sont sur place, qui ont beaucoup d'argent, ils surinvestissent dans des projets qui en réalité ne valent pas les vrais prix qui sont annoncés. Et ça, c'est une des difficultés majeures. Ce n'est pas un problème de collecte, les ressources sont là. Une fois qu'on a... Pardon de vous interrompre, c'est un peu le système éducatif, par exemple, c'est les systèmes... C'est sociétal. Sociétal, je dirais sociétal. Avant, quand on était petits, on voulait aller à l'école pour devenir ministre. Oui. Voilà, on veut tous devenir ministre, politicien. Ensuite, maintenant, les gens vont à l'école pour être embauchés dans les grandes sociétés parce que les États ne peuvent pas faire face à l'afflux de diplômés qui arrivent. D'accord. Et les fonds d'investissement arrivent maintenant, sauf que les clients des fonds d'investissement, ce sont les entrepreneurs. Ce n'est pas les salariés, ce sont les entrepreneurs. Donc c'est très compliqué pour des gens qui ont des positions dans des sociétés qui ont une vie de famille, qui ont des salaires relativement intéressants, de les convaincre d'arrêter tout ça pour aller se lancer dans la création d'emplois, d'entreprises.
Ceux qui y vont, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont été contraints. Ils ont été licenciés à un moment, mais ils sont contraints. Et aujourd'hui, c'est ça le problème le plus important. C'est la solution, c'est de changer le mindset, de changer l'état d'esprit des futurs adultes pour qu'ils puissent proposer, une grosse partie d'une génération puisse avoir pour objectif de proposer des projets dans lesquels les fonds d'investissement vont investir. Et ça, c'est un travail qui doit se faire en collaboration avec les États, les gouvernements, mais aussi avec les fonds d'investissement que nous sommes. Moi, par exemple, j'avais du mal à trouver des financements en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé mettre un centre de création d'entreprise sur le campus de l'INPHB à Yamoussoukro. Je vais répéter la même expérience à Bamako, à Ouagadougou, à Dakar, quand celui de Yamoussoukro va atteindre sa vitesse de croisière. On est au milieu des étudiants, maintenant ils peuvent venir proposer leurs idées, on peut les former sur la gestion d'entreprise, on peut les former, on peut leur donner des idées, on peut leur dire, par exemple, on sait leur salaire de sortie quand ils sortent de ces écoles-là. Moi je leur dis, mais je préfère vous financer, je prends des parts dans vos entreprises, je vous donne le même salaire que vous auriez gagné si vous sortez de l'école. Donc si dans 2 ans, 3 ans, le projet n'a pas marché, en réalité, vous n'avez pas perdu parce que vous avez eu le salaire que vous auriez eu si vous alliez dans les grandes entreprises. Si le projet marche, non seulement vous avez eu le salaire que vos amis ont eu, mais vous êtes à la tête de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de francs. Excellent. Donc si les fonds se coalisent pour mener ce genre d'activité, je pense que sur le moyen et le long terme, ça va avoir un impact. Voilà. Merci beaucoup, Jean-André. I come to Mr. Yoshiki about the constraints and obstacles from your point of view to promote the investment and in Africa, because I saw that you are not as active as in other countries or other regions. So, what are the obstacles? Yes, generally speaking, Japanese are very cautious to start anything. But once, if we get momentum, then we instantly speed up. Anyway, it's a learning process. And as he said, the society has a tendency that, generally speaking, they want to have a good employment, not to become the employer. That has not that such an education in the society. Japan was totally like that, say 20 years ago. But the society is changing, and if these people see a success model at his neighbor, then he starts to think, I may do that, same thing. So, and also, if you look at the size of the company, you start from a very small stage, and they need a lot of help in managing the company, how to conceptualize the business, that sort of thing. And that basically is a work for accelerators. And then you're going into early stage venture capital. And then if that becomes the stage where you can create a few million US pre-tax profit or that sort of thing, then you go to growth private equity fund. And growth private equity fund is providing equity, which is money from outside. And the issue here is that most entrepreneurs are owner-manager. They are owners of the business and at the same time the manager. But you have to change your mindset. You manage the company for other people and creating the profit. This is culture of professional management. That needs to be done if they are accepting private equity money. And that takes some time to create that sort of culture. So it's a sort of rather long learning process as a society and for the entrepreneur at the same time. Thank you. You will be helped by private equity, I think, because they install the good governance in companies, so it's important. Alors Cécile, je reviens vers toi parce que vous avez une grande expérience en Afrique et je veux vraiment que vous nous donniez votre feedback sur les obstacles pour essayer peut-être de trouver des solutions pour ces obstacles. Selon vous et les contraintes aujourd'hui de l'investissement pour que les 4%
deviennent un peu plus, 4% de fonds attirés vers l'Afrique deviennent un peu plus et contribuent au développement de l'Afrique. Voilà. Vue critique, quoi. Pour la vue critique, je vais y arriver. Pour les solutions, j'aimerais les avoir. Je pense que ça serait beaucoup plus simple, effectivement, si nous les avions tous. Effectivement, nous, pour Parcours, on est très très présents en Afrique. C'est notre première priorité stratégique. En termes même d'investissement, on souhaite avoir 30% de nos engagements qui sont en private equity en Afrique. Donc voilà, nous, on est risk taker. C'est notre métier. Que d'investir dans des géographies émergentes ou en développement. Donc, évidemment, il y a des obstacles. Ils sont quand même relativement nombreux. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir discuté de l'éducation. En même temps, je dois reconnaître qu'il y a des cursus universitaires d'excellence en Afrique, donc il y a énormément de capacités. Peut-être une difficulté qu'on peut entendre, c'est un peu le manque de soft skills. Oui. Et donc du coup, on a des ingénieurs qui sont formidables, mais c'est vrai que derrière, lorsqu'il faut aller vendre le produit, ça percute un petit peu moins. Donc peut-être, voilà, sur ces sujets d'éducation, il y a peut-être une vision un peu à 360 à avoir pour améliorer un peu ces aspects-là. Après, une des difficultés, clairement, je pense, pour des investisseurs en Afrique, alors je pense que lorsqu'on est un investisseur local, ce sont des difficultés qu'on arrive à outrepasser, c'est parfois l'instabilité des cadres réglementaires ou des situations politiques. Un investisseur quel qu'il soit, lorsqu'il investit dans une société, il ne va pas investir pour 6 mois. C'est un investisseur de long terme, ça a été dit précédemment. Et c'est quand même difficile d'engager des centaines, des millions d'euros ou de dollars, peu importe, sur plusieurs années et se dire qu'en fait le cadre réglementaire peut complètement changer, on peut complètement changer la réglementation d'échange, peut-être que finalement je ne vais pas percevoir mes dividendes, peut-être que je vais avoir beaucoup de mal à récupérer ma mise à la fin. C'est quand même un vrai sujet. Donc là-dessus, je pense qu'une des clés, mais qui est vraiment très difficile à mettre en œuvre, et en tout cas pas du tout dans les mains des investisseurs, c'est d'assurer une stabilité politique et réglementaire. Après, un des autres sujets, c'est des sujets qui sont liés à la liquidité. Finalement, les investisseurs, donc ils ont beau être des investisseurs de long terme, à un moment, il faut qu'ils fassent tourner leur capital et donc du coup, il faut bien qu'ils arrivent à céder les investissements qu'ils ont faits. Et c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de liquidité. On a évoqué les sujets de la bourse qui sont finalement assez peu dynamiques. Si je dois faire des généralités, il y en a certainement qui sont beaucoup plus liquides que d'autres sur le continent africain. Mais sinon, on est quand même, pour certains pays, avec des marchés des capitaux boursiers qui sont finalement assez étroits et plutôt peu liquides, ce qui ne permet pas de faire des sorties. Alors ça, c'est un sujet. Et ensuite, il y a un sujet quand même de performance. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. On n'est pas sur des performances extraordinaires en Afrique, comparativement à d'autres pays. Et si on doit comparer aux pays du Nord, c'est sûr que c'est vraiment pas très bon. On a quand même des fonds d'investissement qui ont parfois du mal à toucher le hurdle. Donc ça fait partie quand même de ces difficultés. Je suis désolée de vous les avoir pointées. Non, mais c'est important parce que là, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. On doit vraiment trouver tous ces obstacles pour essayer d'améliorer les choses. Alors, il y aura une séance de questions-réponses, c'est ça? Non? Ok. Donc, Mariam, à toi. Donc là, bon, on a vraiment encore 30 minutes pour essayer de voir le troisième sujet là. D'accord. Donc en fait, moi, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la stabilité du cadre réglementaire et aussi sur la stabilité politique et économique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds d'investissement, on est des investisseurs commerciaux. On est tenu de faire fructifier nos investissements et rendre l'argent et un minimum de retour à nos investisseurs
tels que Proparco. Donc là, vous avez toute la chaîne de valeur. Il y a Proparco qui me donne l'argent et j'investis dans Instadip. Donc il faut que ça marche pour tout le monde, en fait. Merci aux organisateurs le choix des... Voilà, exactement. Je réfléchissais à ça tout à l'heure. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, souvent, quand on parle à des investissements, enfin, des sociétés où on aimerait investir, ils n'apprécient pas forcément les contraintes que nous avons. Nous, on est custodian of this fund. C'est pas à nous. On est obligé de faire un certain niveau de retour. Et je pense que les deux obstacles majeurs sur lesquels on n'a pas d'emprise, c'est effectivement la stabilité du cadre réglementaire et la politique et l'économique. Et surtout le risque de change et de dévaluation. Et il nous est arrivé de faire des retours de 30-40% sur un investissement en monnaie locale. Et nous, on est des investisseurs en dollars. Et puis quand on convertit, il ne nous reste plus grand-chose. Et ça, c'est c'est un très grand frein. Mais malheureusement, sur lequel nous, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà. Très bien. Je fais vite. Je récapitule, c'est marrant. Vous avez parlé de politique, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de growth et de possibilités d'attraction, c'est commencer petit. Vous avez parlé de pas mal de problèmes au niveau des rendements, de stabilité. Et là aussi, vous parlez, vous, de Mariam du risque de change, etc. La dévaluation de la monnaie. Donc vraiment, c'est des thématiques là, et vraiment qu'il va falloir travailler. Donc c'est vraiment des challenges, des choses qu'il va falloir améliorer pour améliorer l'attractivité de l'Afrique. Il ne faut pas être toujours en pleurs et dire que nous ne sommes pas bien servis. Il va falloir que nous travaillions tous pour améliorer le climat d'investissement. Karim, on a parlé un peu de l'éducation, etc. Je sais que tu travailles beaucoup avec des ingénieurs, des gens qui sont talentueux. Vous êtes talentueux avec votre cofondateur, mais vous avez toujours croisé. Mais qu'est-ce qui fait que comment on peut inculquer ça dans le jeune pour qu'ils deviennent des gens talentueux, qu'ils deviennent des innovateurs, qui ne considèrent pas qu'un boulot dans une administration, dans une banque, comme une finalité. Selon vous, bien évidemment, je veux que vous répondiez à cette question, mais aussi sur les obstacles que vous considérez sur l'investissement. En fait, de mon point de vue, en fait, c'est la même question, parce qu'aujourd'hui, il y a du financement en Afrique. Ce dont on n'a pas assez, en fait, ce sont des startups et des projets de très grande qualité, compétitifs internationalement, et c'est là l'obstacle. Alors, les choses ont beaucoup changé. Moi, je l'ai vu quand on avait démarré Instadip en 2014. La situation était très différente. C'était beaucoup plus dur de lever de l'argent, même à seed level, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je vous garantis, il y a énormément d'investisseurs, y compris les personnes sur ce panel, mais à travers le monde entier, qui recherchent des startups, des entreprises innovantes en Afrique. Donc le problème, il est plus effectivement, comme le disait Jean, de convaincre nos jeunes que c'est une voie viable et qu'ils doivent d'abord investir dans leur éducation, mais éducation d'un point de vue très pragmatique, une éducation professionnalisante qui leur donne accès à des opportunités, qui leur donne envie de créer leur projet, et aussi d'être ambitieux dès le début, de créer des projets à ambition et à vocation internationale. Moi, j'ai souvent la question en Tunisie de jeunes qui viennent me voir et qui me disent écoute Karim, nous on veut lancer un projet, mais on a beaucoup de mal, on n'arrive pas à attraper des financements, on est allé à tel organisme, et souvent tous ces organismes sont locaux. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez positionné votre start-up ou votre projet de manière internationale? Est-ce que votre site web est en anglais? Est-ce que vous avez dès le début une ambition sur un marché qui est plus grand, le marché arabe, le marché africain ou même le marché international? Et souvent, ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, nous, à Instadip, on investit énormément de temps dans l'écosystème pour initier les jeunes à l'intelligence artificielle, qui, je le répète, va être une tendance de fond et qui va avoir un impact encore plus grand qu'Internet au niveau économique et social, quelque chose dont beaucoup de gens ne se rendent pas encore compte aujourd'hui. Mais au-delà de ça, donner aux jeunes l'envie d'entreprendre et leur dire que c'est possible. Et finalement, je pense que la meilleure manière que les choses avancent,
c'est qu'il y ait de grandes success stories qui soient structurantes pour l'écosystème, qui convainquent les jeunes dans nos pays que c'est possible de réussir, qu'ils peuvent foncer et qu'ils n'ont pas de souci à se faire, ils vont trouver les financements et autres, parce qu'aujourd'hui le financement est là, nous avons juste besoin de créer beaucoup plus de projets innovants et qui peuvent être soutenus financièrement par les bailleurs de fonds. Merci Karim. Neja, vous avez parlé, vous avez eu une vision critique de la chose, donc vous avez parlé de la réglementation de change, la possibilité de faire des fonds, donc de lancer des fonds régionaux, des projets qui sont sur plusieurs pays, c'est une sorte d'ouverture, etc. Est-ce que vous pouvez développer encore plus sur cet aspect-là, parce que je sais que vous avez fait beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, d'encourager des équipes de gestion, etc., à investir dans plusieurs pays avec des stratégies régionales, etc. Exactement. Donc, le capital investissement, c'est un capital donc risque. On prend le risque avec le promoteur, mais pour investir dans une start-up ou dans une PME, le fonds d'investissement ou l'équipe qui va choisir le projet, des fois, ils ont du mal à adresser les bonnes, donc à trouver les bons deals. Ça, en premier lieu, des fois, il faut avoir une présence sur le pays pour pouvoir trouver les deals qu'il faut. Mais aussi, on ne peut pas exposer donc les fonds d'investissement à d'autres risques. Donc, ça a été dit, il y a les risques de change, il y a les risques de stabilité réglementaire, il y a beaucoup de risques qui peuvent aussi faire de la sorte que lorsqu'on fait, pour prendre la décision d'investir ou pas, il faut en tenir compte. Parce qu'à la fin, c'est une opération d'investissement, mais c'est une opération qui tient compte du business model de la PME, mais aussi de tout le contexte donc, dans lequel elle agit. Ça, d'un côté. D'un autre côté, on essaie des fois de trouver des mécanismes de financement tels que tout ce qu'on a fait pour les startups et donc le fonds de fonds. Mais à la fin, on a du mal à rassurer ces startups pour rester déjà et profiter de ces mécanismes de financement qu'on est en train de mettre sur le pays, parce qu'à la fin, lorsqu'elles trouvent une levée de fonds à l'international, elles vont partir. Donc du coup, nous, on a cette responsabilité aussi de rassurer toutes ces PME et ces startups qu'on est en train de faire de notre mieux pour leur offrir les financements qu'il faut. Mais il y a des contraintes, la contrainte réglementaire, la contrainte de change. On a fait des fonds en devises, des compartiments en devises, mais le jour où il y a une opération d'exit, on revient au même problème, les autorisations et les déclarations qu'il faut. Et là, ça peut aussi freiner le rythme de financement en capital qui peut être fait dans nos pays, parce que j'imagine c'est le problème pour la Tunisie, mais c'est le problème de la majorité des pays en Afrique, parce qu'on a toujours cette rigidité en termes de change. Ça, c'est, à mon sens, le problème le plus important qui peut freiner un peu le capital investissement dans notre continent. Très bien. Maintenant, il me reste 20 minutes. Donc, on va parler du troisième thème. Donc, ce sont les challenges. On veut terminer sur une note positive. On veut que, si on revient dans une année, vraiment, quels sont, selon vous, chacun de vous, les challenges donc à relever, les défis aujourd'hui, c'est-à-dire terminer sur une note positive. Quels sont, selon vous, vraiment les défis, les challenges pour une Afrique prospère et une Afrique là où l'investissement va vraiment contribuer au développement économique des pays africains et des Africains? Je vais faire la même, donc allez-y. 2-3 minutes par Oui, je vais
Je vais plutôt parler de l'opportunité, parce que je vais vous donner une confession. J'ai trop souvent, comme en vivant en Europe, j'ai l'idée de Tunisie et de beaucoup d'autres pays d'Afrique qui sont centres de problèmes, qui cherchent, qui ont beaucoup de problèmes politiques, sociaux, et c'est trop souvent la même image que nous avons. C'est pour ça que pour moi c'est tellement important de venir ici ailleurs et rencontrer des industriels et voir comment en Tunisie il y a déjà une grande une industrie d'exportatrices, d'investisseurs à l'international. Donc c'est surtout conceptuel. Je crois qu'il faut. Nous vivons maintenant dans une situation où l'Europe et les États-Unis, les pays industrialisés, le plus grand défi, c'est le manque de savoir-faire. C'est le manque de travailleurs. Et c'est fini la période où on va régler ces problèmes pour l'immigration. Donc, l'avenir... Je crois que les grands changements de paradigme que nous avons maintenant, c'est que tous ces pays en Europe et dans le pays industrialisé, ils découvrent qu'ils ont besoin de savoir-faire et de main-d'œuvre dans un contexte différent. Ça veut dire que le manque de travailleurs, le manque de savoir-faire dans nos pays, ça va forcer une sorte d'intégration de pays comme la Tunisie pour pouvoir ne pas simplement exporter de travailleurs vers l'Europe, exporter des produits simples, mais pour que la savoir-faire et la valeur ajoutée va s'élargir et intégrer l'industrie comme en Tunisie. Et nous avons appris deux choses importantes le dernier temps. Premièrement, la Tunisie et d'autres pays, nous avons appris que vivre par le tourisme, c'est très, très, très risqué. Nous avons vu pendant la pandémie, comment c'était terrible pour tous ceux qui étaient liés au secteur du tourisme. Deuxièmement, nous avons appris maintenant par ce qui se passe sur le marché énergétique, par la guerre en Ukraine, que les pays qui se sont mis en position d'importation, dépendants d'importation vers de Russie ou autres, ils se rendent très très fragiles. Donc je crois que il y a cette leçon de ces expériences va forcément encourager l'investissement et la mobilisation des ressources dans le pays comme Tunisie pour une industrie de valeur ajoutée, pour des services de valeur ajoutée. Et ça va, bien sûr, pour nous comme investisseurs aussi, être une grande opportunité de pouvoir participer à cette transition. Merci. On sait tout ce qui nous attend. Jean-André, les challenges. Qu'est-ce qu'on va faire dans une année pour se voir encore une fois une année et avoir des challenges Une année, c'est long. Hein. On peut perdre plusieurs milliards. Oui. Okay. On peut en gagner aussi. Je parle de ça parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse augmenter la part des investisseurs africains dans les fonds. Oui. Tout à l'heure, une de mes collègues a dit, notre travail, c'est de prendre l'argent des gens, le faire fructifier et le rendre avec une plus-value. Le rendre, ça veut dire que si ces investisseurs-là sont hors du continent africain, ces ressources qui ressortent au bout de 2, 3, 4, 5 ans, c'est une perte pour le continent africain. Oui. Donc, l'idéal serait que ces ressources restent dans le système économique africain pour continuer à produire, pour continuer à créer, pour continuer à financer l'innovation. Donc, une sorte de canevas, un cercle vertueux dans lequel l'argent viendrait de l'Afrique, produirait en Afrique et ferait avancer les économies africaines. Pour moi, le challenge des prochaines années, c'est à ça que nous devons arriver. Sinon, faire rentrer de l'argent de l'extérieur, le fructifier et le sortir, ça ne rend pas service en réalité aux économies africaines. Crowdfunding peut être une solution, par exemple Crowdfunding, même les entreprises d'État, oui. Les caisses de retraite, les caisses mutuelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont une aversion au risque, ils sont risque averses. Ils préfèrent mettre de l'argent dans les DAT, dans les obligations d'État, oui. que de venir dans les fonds d'investissement. Donc, il faut travailler sur ces aspects-là pour que l'argent qui est mis dans les DAT, dans les obligations d'État, puisse servir dans les fonds, pour que ces fonds-là puissent financer l'innovation créatrice d'emplois,
Mais ces fonds-là puissent aussi financer l'économie parce que, in fine, ça tourne dans le système, ça grossit dans le système et ça impacte positivement le système. Or, quand c'est dans les DATE qu'on fait venir les fonds de l'extérieur, une fois que nous, on a fait des rentabilités de 20%, 30%, on a surperformé, mais cet argent ressort de l'Afrique. Parce que ce n'est pas l'Afrique qui l'a produit. Oui. L'Afrique l'a fait fructifier, mais ça repart ailleurs. Et donc, du coup, à un moment donné, le système économique africain perd un influx. Oui. Et cet effet de levier sur le moyen et le long terme, il faut qu'on s'arrange à le rendre plus grand, mais dans l'intérieur, à l'intérieur de nos frontières, à l'intérieur des frontières africaines. Merci. Ouais. Très bien. Okay, we'll finish with the challenges for the investment in Africa. Your point of view, please. Yes, every country in Africa need to have their own strategy how to develop their country. For example, if we take Tunisia as an example, it is like Japan and unlike Japan. I mean, it's like Japan because Tunisia do not have a lot of natural resources, but you have a lot of educated people, which is the main driving force of economic value add in the knowledge industry era. That's what creates the wealth of the country. And which is different is the accumulation of capital. Japan is the capital surplus country, and if you talk about globally, this capital has to be supplied to the area which needs capital, and then create the wealth several times more than the input. Then that creates wealth in that country. So in that sense, from now, most African countries lack the basic infrastructure for industry, but they need to think what is the differentiation relative to other countries. In this internet world, information goes around the globe in a matter of seconds. So they need to differentiate from other people and to create their own economic value by creating a sort of knowledge structure, which is a smart company, so to speak. So I think the future is bright if people have this kind of mentality, and if we create a sort of ecosystem that these people communicate together, how to create a good company. So I'm optimistic about this. I like your vision, really. Thank you. Voilà. Cécile, je change un peu de tactique, de stratégie pour parler un peu peut-être des secteurs, selon vous. Des secteurs aujourd'hui en Afrique. Vous vous adressez à des investisseurs et des bailleurs de fonds, etc. Quels sont, selon vous, les secteurs challengeants, les opportunités d'investissement aujourd'hui en Afrique, selon votre expérience dans les prochaines années? Quels sont les secteurs vraiment attractifs et challengeants d'investissement en Afrique? Je vois beaucoup de secteurs qui constituent des opportunités en Afrique. On a parlé un petit peu des secteurs sociaux. La santé, l'éducation sont clairement des secteurs d'avenir. Alors, on s'en rend compte dans un contexte Covid pour ce qui est du secteur de la santé. Le secteur de l'éducation est évidemment essentiel aussi. Pas de développement sans une éducation de qualité abordable et qui permette effectivement une insertion des jeunes dans le marché du travail en les formant à des métiers qui sont demandés par la sphère économique. Je pense que les infrastructures demeurent quand même un pan très très important. Alors il y a des infrastructures qui vont être des infrastructures soit de transport qui permettent en fait la connexion, et notamment dans une optique où on peut se dire qu'on a un rapprochement des chaînes de valeur. Du coup, on a besoin d'avoir une logistique et des infrastructures de transport efficaces. Clairement, les sujets d'énergie. On ne peut pas envisager l'avenir, même à court terme, sans prendre en main véritablement ce sujet du changement climatique. C'est pas possible. L'Afrique a des
opportunités immenses, que ce soit dans le domaine du solaire, mais même dans l'éolien. On entend beaucoup parler de l'hydrogène. Certains pourront penser que c'est un peu à la mode. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des investissements qu'on voit arriver. Il faut arriver à soutenir cette filière qui est naissante. Donc, il faut que des investisseurs prennent ce risque. Et également que des promoteurs s'engagent là-dedans avec les risques que ça comporte. Et puis ensuite, tous les autres secteurs industriels, clairement, puisque je pense j'espère aussi qu'il va y avoir un rapprochement de ces chaînes de valeur et donc du coup une montée en valeur ajoutée de l'industrie en Afrique est tout à fait possible. Et constitue, de mon point de vue, un challenge, mais une opportunité. Parfait. Donc on peut investir dans tous les domaines, quoi. Absolument, moi j'y crois. Exactement. Donc c'est important. Mariam, bon, une autre question sur les challenges, etc., mais d'une autre façon, c'est-à-dire que dans votre thèse d'investissement aujourd'hui avec les investisseurs, quels seraient les 3-4 vraiment avantages compétitifs de l'Afrique par rapport à d'autres régions, etc. Quel est l'investment rationnel aujourd'hui que vous avancez aux investisseurs et bailleurs de fonds pour vendre l'Afrique? Je pense qu'on ne peut pas tout à fait généraliser sur tout le continent parce que chaque pays a ses spécificités et a ses avantages et ses difficultés. Si on prend par exemple un pays comme la Tunisie, clairement la proximité de l'Europe est un avantage énorme. Le niveau d'éducation relativement élevé de la moyenne de la population est aussi un avantage indéniable. La culture francophone, la qualité du management qui est bien plus élevée que dans d'autres pays africains, tout ça, ce sont des avantages qui sont très importants et qui peuvent constituer une base solide d'un investissement parce qu'encore une fois, nous, Capital Investisseurs, on est là pour soutenir du management de qualité et non pas, c'est pas notre rôle de gérer ces boîtes-là, mais on est là pour soutenir une équipe qui a une vision, qui a des talents et qui a une ambition au-delà de son marché local, où on peut nous venir vraiment appuyer ça et créer, comme a dit tout à l'heure Kérim, Africa Invest a été un catalyseur pour eux. En fait, c'est ça le rôle qu'on espère tous jouer, c'est de help them to dream big et leur donner les moyens de leurs ambitions, en fait. Voilà. Merci Marie. Kérim, comment on peut vendre une Afrique innovante? En la construisant et en donnant des exemples concrets que c'est possible. Alors mon rêve pour l'an prochain et même pour plein d'années à venir, c'est qu'on voit l'Afrique émerger au niveau de la deep tech. On a souvent cette idée que les innovations fondamentales à l'intersection de la science et de la technologie, de l'engineering, c'est des choses qui se font en Silicon Valley ou en Asie. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, des jeunes talents en Afrique, avec une connexion Internet, peuvent révolutionner le monde. Et donc, mon souhait, c'est de voir vraiment des innovations fondamentales en deep tech commencer à émerger. Je peux donner des exemples concrets. On voit par exemple en biotechnologie l'émergence de la médecine personnalisée à base de séquençage génétique, à base de moyens très puissants, que ce soit IA ou autre, pour développer des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins et autres. Eh bien, ces choses-là, l'Afrique peut avoir sa place. Finalement, vous avez accès à toutes les connaissances du monde. Et on l'a vu dans plein d'exemples. Un exemple récent et marquant, c'est que les vaccins du Covid, finalement, ils sont à base d'ARN messager, une technologie nouvelle. Et ce sont 2 startups, en l'occurrence BioNTech et Moderna, qui ont pris de court l'ensemble du secteur pharmaceutique en innovant et en démontrant que des nouvelles technologies pouvaient apporter une réponse à un problème global, créant par le même coup le produit biopharmaceutique qui a le plus réussi dans l'histoire et qui a probablement sauvé le plus de millions de vies dans l'histoire.
Donc ce genre de choses, c'est possible aujourd'hui et c'est mon rêve que l'Afrique fasse partie de ce monde-là à l'avenir. Merci Karim, de beaux messages. Je termine avec Neige maintenant. Peut-être qu'on peut donner à la place une question, si Neige te fera ça en 2-3 minutes. Donc quels sont aujourd'hui les challenges sincèrement du capital investissement? Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui de ce métier-là? Exactement. Donc, si on parle du continent africain, il y a beaucoup de potentiel sur lequel on peut miser pour faire des investissements, mais il faut travailler sur surtout les investissements en infrastructure, les conditions de sortie, parce que ça aussi c'est un objectif commun donc, pour les fonds d'investissement. Attirer beaucoup plus les fonds d'investissement vers nos pays plutôt que envoyer nos compétences vers l'Europe, parce que ça fait mal au cœur aussi quand on est en train de perdre un bon potentiel, notamment en digitalisation, en IT, en développement. On est vraiment en train de perdre des compétences. Donc le continent africain et la Tunisie peut jouer un rôle très important aussi là-dessus, comme étant un hub donc pour ces investissements, un hub aussi pour le développement de l'Afrique, parce que les Européens cherchent à aller donc vers l'Afrique, mais nous, on n'est pas vraiment en train de penser à développer les échanges intra-continents, et ça c'est très important, développer surtout les investissements au niveau de nos pays, et ça crée aussi une attraction vers les investisseurs en capital qui visent à financer des opérations importantes dans le continent. Donc je suis plutôt optimiste, donc on peut plutôt attirer beaucoup plus de capitaux vers nos pays, développer aussi l'épargne, parce que ça aussi c'est important. Et nos compétences ou notre diaspora à l'étranger peut participer par l'épargne qui peuvent drainer vers l'Afrique pour investir, que ce soit via le crowdfunding ou via donc, les fonds d'investissement pour soutenir les pays, leurs pays, et pour soutenir les investissements dans le continent. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes resté calme pendant 1h30. Pour récompense, peut-être qu'on peut donner une question. S'il y a une question de la salle, un de nos panélistes, que je remercie beaucoup, plein de recommandations. S'il y a une question, allez-y. Je sais que c'est difficile de poser la première question que dire d'une seule question pendant un panel. C'est bon ? Donc là, je tiens à remercier vraiment, sincèrement et chaleureusement tous nos panélistes, s'il vous plaît. Vraiment, l'apport était incroyable et beaucoup d'idées qui ont été partagées. Donc, à nous de plaider pour une Afrique unie, une Afrique qui est innovante, et une Afrique qui sera beaucoup plus forte qu'auparavant. Merci. Bravo, félicitations, c'était pile à temps. Donc vous avez vu qu'on avait promis de tenir l'heure comme il faut, et on a réussi ce challenge, très difficile chez nous malheureusement, mais dans cet événement, on a réussi à le faire. Alors j'ai une annonce pour faire pour demain matin, attention à ce que je vais vous dire. Ça va commencer à 8h pile et ça va commencer avec les Japonais. Donc, je peux vous assurer qu'à 8h00, ça va commencer et je serai là. Donc, si vous voulez ne pas rater le premier panel avec les Japonais, ça va être super intéressant. Soyez là un petit peu avance parce qu'il y aura beaucoup d'embouteillages dehors. Arrivez un petit peu en avance pour que vous soyez dans la salle avant 8h. Merci pour votre attention et à demain.